pays. Direction le Qatar. Visite guidée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à l'aéroport international d'Hamad de Doha au Qatar a conduit les deux présidents à signer plusieurs accords de partenariat, ce qui a permis à la RDC de se familiariser avec les méthodes et initiatives de son nouveau partenaire. Notre envoyé spécial au Qatar, Patrick Michel Moukoui, pour le reportage. À peine entré à l'aérogare, Félix-Antoine Tshisekedi jette un regard admiratif à l'ouvrage, sûrement déjà satisfait du choix porté sur le Qatar comme partenaire d'affaires. Le chef de l'État congolais est tout de suite pris en charge par le directeur général de Qatar Airways, avec qui il va parcourir plus d'1 heure à visiter les installations de l'aéroport international Hamad de Doha. Au volant de la voiturette d'aéroport, le CEO de Qatar Airways commence par présenter à Félix-Antoine Tshisekedi les dispositifs de sûreté en service avant d'atteindre le point de contrôle de passagers ainsi que les différents services et espaces réservés aux activités extra-aéronautiques, notamment le commerce. La visite guidée s'est poursuivie dans différents terminaux avec les explications claires fournies au chef de l'État sur l'organisation de services. La sortie de terminaux a orienté la délégation congolaise vers le tarmac où de centaines d'avions sont alignés en attente d'itinérance. Le point suivant, ce sont les espaces réservés aux fret aéroportuaires. Ici, l'on compte en centaines de milliers les tonnes de marchandises et colis qui alimentent le trafic par mois. Qatar Airways, c'est toute une machine aéronautique qui possède des grands espaces de stockage de pièces de réchange des aéronefs comme ce banc de frein, des centres de maintenance pour les outils, des blocs techniques qui regorgent des structures et de nombreux éléments d'aide à la navigation. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a également reçu les explications sur les méthodes de construction et gestion utilisées par Qatar Airways qui sont respectueuses de normes environnementales. Le chef de l'État avait dans sa suite quelques responsables de structures congolaises du secteur de l'aviation, question de les familiariser avec les réalisations de Qatar Airways et avoir un aperçu de leur expérience en tant que constructeur, opérateur, exploitant d'aéroports et depuis ce lundi, partenaire. À l'Assemblée nationale, le premier vice-président de cette chambre, Jean-Marc Kabound, a fait une mise au point sur la situation dans l'Est du pays. C'était hier au cours de la séance plénière, nous dit Sylvie Moembo. Nous ne pouvons agir comme Parlement que par recommandation. C'est de cette façon-là que notre diplomatie pourra agir, et c'est de cette façon-là que nous pourrons agir par des recommandations. Nos propres populations sont parfois complices. Comment nous allons résoudre ça? Et là, c'est la question, c'est la responsabilité de nous, parlementaires, et surtout de nos amis parlementaires de ces côtés-là. Parce qu'il faut convaincre les populations de cesser la connivence. Estimés collègues, sentez-vous soutenus par l'ensemble des députés nationaux réunis dans cet hémicycle et par ricochet par l'ensemble de notre peuple. La question de l'insécurité à l'est du pays préoccupe tout Congolais épris de justice et de paix. Je crois que l'appel du président Bosso va dans un sens au-delà d'indexer un groupe d'individus. Ça va au-delà, parce que on pointe XY qu'on ne peut pas citer ici. Et tout simplement, nous interpellons à tout Congolais de s'intéresser sur cette question. Ou tout Congolais, parce que quand on est Congolais, on a l'âme du pays. On est patriote, n'est-ce pas? On ne peut pas être Congolais et participer à la destruction de son propre pays ou s'adonner à des actes de criminalité comme ça se passe à l'Est. Donc nous demandons, le président Bosso interpelle ceux qui, entre guillemets, seraient derrière ces histoires. Son intention était d'interpeller toute personne, acteur politique, acteur de la société civile, militaire, qui serait derrière tout ce qui se passe à l'Est, de se retirer
Et ça, c'est clair qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans tout ce qui se passe à l'est du pays. Voilà, de la chambre basse à la chambre haute du Parlement, on nous signale que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a accordé plusieurs audiences au cours desquelles ils ont abordé les questions de la sécurité, de paix et même de questions politiques en République démocratique du Congo. Sandra Nyangui pour le reportage. Elle est venue présenter ses civilités et félicitations au nouveau président de la Chambre haute du Parlement. Michel Hélène Natou, la représentante de la Commission de l'Union africaine à Kinshasa, a dit sa satisfaction à Modeste Bahati Lukwebo pour son discours prononcé à l'ouverture de la session de mars où il a mis un accent sur la diplomatie parlementaire en lui promettant une franche collaboration. De son côté, le président du Sénat a remercié son hôte et lui a parlé des bonnes relations tissées avec son prédécesseur. Au centre de leur entrevue était également la séance de travail qu'il a eue dernièrement avec le panel qui accompagne le chef de l'État dans son mandat à la tête de l'Union africaine, venu lui demander de mettre à leur disposition certaines lois qui peuvent les aider à ratifier certains instruments juridiques, travail auquel le président du Sénat s'attelle déjà. La requalification de la majorité dans les assemblées provinciales, les rapports tombent petit à petit sur la table du président du Sénat, Modeste Bahati, à qui le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait confié la mission d'identifier la nouvelle majorité en janvier dernier, après l'effritement des celles du Front commun pour le Congo. Une forte délégation des députés provinciaux de l'Équateur a été reçue par l'honorable président du Sénat, à qui ils ont signifié que sur le 21 élus contre la province, 16 ont déjà adhéré à l'Union sacrée de la nation afin d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa nouvelle vision pour la République démocratique du Congo. Une autre délégation qui a franchi les portillons du cabinet du président du Sénat, c'est celle de Lualaba, conduite par le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamoini, et le président de la commission PAJ, Jean-Marie Kesséa. Ils ont remis à Modeste Bahati le rapport des adhésions massives enregistrées dans l'organe délibérant. Sur les 24 élus provinciaux de Lualaba, 14 ont signé leur entrée dans l'Union sacrée de la nation. Comme vous pouvez le constater, l'ouragan de l'Union sacrée de la nation n'épargne personne et le travail de fond se poursuit. Il y a un temps, pratiquement presque un mois, oui, tout à fait un mois et quelques 2-3 jours, j'avais reçu de ses propres mains les fiches d'adhésion pour les honorables députés de la province du Lualaba. Nous avons fait ce travail-là, il y a eu adhésion suffisamment massive. Il était tout à fait normal que je revienne ici où j'avais retiré ça pour remettre en main propre au professeur Bahati. Voici la raison de notre présence ici. Assemblée composée de 22 députés. Sur les 22, il y a 2 députés qui sont inactifs. Il y a un qui est décédé, l'autre il ne peut plus travailler pour le moment, donc il en reste 20. Sur les 20, 14 ont signé. Il en reste 6. Et sur les 6, il y en a qui n'étaient pas encore rentrés dans la province. Donc dès que nous rentrons, on va continuer avec le travail et compléter la liste. L'atelier de renforcement des capacités de la plateforme de gestion de l'aide et des investissements a été clôturé hier par la ministre du Plan, Élisée Mounembwe, avant de réceptionner le matériel informatique destiné à cette structure. Était présent, Peggy Mukunda nous en parle. Après la formation de l'équipe de l'administration et des informaticiens à Dakar au Sénégal pour le renforcement des capacités de la plateforme de gestion de l'aide et des investissements au PGAI du ministère du Plan, c'est le moment de promouvoir et de relancer durablement le processus informatique qui permet de mieux gérer et de suivre avec plus d'efficacité les ressources tant internes qu'externes affectées au développement économique et social du pays. Pour garantir un accès continu, stable et durable de cet outil, la PGAI vient de bénéficier des matériels informatiques, dont remis entre les mains du vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounembwe Tamukumwe, par les bailleurs, je cite, l'agence du gouvernement coréen, COICA, et le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. À noter que bien avant cette remise, plusieurs améliorations ont été réalisées, notamment la mise à jour du système, importante
l'exportation des données, la mise en place du tableau des bords pour le suivi intégré du plan national des stratégies du développement, des ODD et des New Deal. Ajoutez à cela les sites web du ministère du Plan. Permettez-moi de rappeler que la plateforme de gestion de l'aide et des investissements est l'outil du gouvernement pour capter les flux de l'aide au développement. Et comme tout système informatique, nous sommes maintenant fiers d'avoir la PGAI non plus comme une simple base de données, mais comme un outil complet d'aide à la décision qui peut être bénéfique pour les différents acteurs avec un accès confortable. Fini avec les contraintes majeures qui bloquaient le fonctionnement de la PGAI, nous devions améliorer notre politique de gestion pour permettre à la PGAI de tracer toutes ces informations, a martelé Élisée Mounengwe à l'Auguste Assemblée. En justice, les personnes ayant commis des actes criminels en RDC et au Rwanda doivent payer. Voilà pourquoi le procureur général du Rwanda et les procureurs généraux près la Cour de cassation ont eu une séance de travail judiciaire d'entraide internationale. Reportage Luxon Kabala. Harmoniser le vu entre la justice rwandaise et congolaise pour accélérer la manière de réprimer le fait criminel en République démocratique du Congo et les répercussions au Rwanda et vice-versa, c'est l'objet de cette séance de travail entre le procureur général du Rwanda, Avugi Aremie Aimable, et le procureur général près la Cour de cassation pour la partie congolaise. Nous sommes venus ici en République démocratique du Congo avec mes collègues de Kigali, que ce soit les collègues de la police, les collègues de l'Office rwandais d'investigation, mais aussi mes collègues du parquet général. On a discuté de beaucoup de choses, de ce qu'on peut faire ensemble comme des opérations conjointes au niveau de la police qui peuvent viser à appréhender les criminels. L'objet de notre visite, c'est plus la coopération en matière judiciaire. Nous avons beaucoup plus planché sur l'accélération dans la manière de réprimer les faits criminels qui se déroulent chez nous et qui ont des répercussions au Rwanda et vice-versa. Il n'est pas normal que les délinquants, eux, puissent être assez rapides dans la commission des faits et puissent être rapides dans la manière de chercher à échapper à la justice, alors que nous, qui sommes appelés à les rechercher, à les traquer pour les faire réprimer, nous puissions demeurer lents dans leur recherche. Cette séance de travail entre les deux délégations s'inscrit dans le cadre d'entraide judiciaire internationale. Au Kasaï, le gouverneur Dieudonné Piem a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment moderne qui va abriter les tribunaux de paix de Chikapa. Le détail dans ce reportage de la RTNC Chikapa. Le tribunal de paix de Chikapa aura bientôt son propre bâtiment. La précision est de Saïd Chibangu Kambongo, coordonnateur de l'ONG Action commune pour le développement ACD, qui va exécuter les travaux de construction. Ces palais de justice de 20 mètres sur 12 comprendra 4 bureaux pour le président, le procureur général et les juges, un greffe, un secrétariat et une salle d'audience. C'est le gouverneur de province Dieudonné Piem qui a posé la première pierre au cours de la cérémonie du lancement des travaux organisée le samedi 27 mars 2021 dans la salle d'audience située sur les lieux où le bâtiment sera érigé. Selon Saïd Chibangu, ces projets a pour but de faciliter la bonne administration de la justice. L'objectif global de ce projet, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel judiciaire et autres acteurs pour un meilleur fonctionnement de la justice et une lutte effective contre l'impunité. Les objectifs spécifiques: reconstruire le bâtiment logeant le tribunal de paix, offrir un meilleur cadre de travail au personnel judiciaire, mettre à disposition du personnel les locaux adaptés à une meilleure conservation des archives et des objets saisis, favoriser l'accès à la justice, contribuer à une bonne administration de la justice, contribuer à une restauration d'un état de droit.
financé par la MONUSCO, section d'appui à la justice, au coût estimé à 54 000 $. Les travaux de construction du bâtiment détripé seront exécutés par l'ONG ACD pour une durée de 3 mois. C'est déjà la fin du mois de mars, la fin des activités dédiées des activités dédiées au mois de la femme. La RTNC a aussi clôturé ce mois à sa manière. Hier, les personnels féminins de la direction des informations télévisées sont allés à la rescousse des drépanocytaires du Centre national mixte d'anémie connu sous le nom d'hôpital de Mabanga. De vivre et non vivre pour répondre aux besoins de patients du centre médical. Un reportage de Joseph Oscar Mbalkaïj, Jean-René Kabamba et Eli Tumba. Il faut s'armer de courage et surtout de beaucoup d'amour pour venir en aide aux drépanocytaires pris en charge dans ces centres de médecine mixte et d'anémie SS. Nous sommes dans la commune de Kalamou. Et pour cause, l'impraticabilité des voies d'accès à cette formation médicale. Pour clôturer en beauté les mois de mars, mois dédié à la femme, une délégation des journalistes de la direction des informations télévisées est allée à la rescousse de ces centres. Des vivres et non-vivres ont été remis à titre symbolique aux médecins directeurs de ces centres. Je constate qu'en face de moi, il n'y a que des mamans. J'ai également aperçu les bus de RTNC. Et d'autre part, je réalise que nous sommes au mois de mars. Ce qui me fait penser qu'il y a une corrélation entre ces 3 événements. RTNC, maman, mois de mars. Pati Tombouangou, journaliste à la direction des informations télévisées de la RTNC, a au nom de la rédaction expliquer l'essence de ces gestes. Aujourd'hui, nous avons pensé à votre centre. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là en tant que des mamans, 2 papas qui ont des cœurs. Nous suivons les cris de détresse des anémiques SS. Nous sommes dit, ça nous fait mal. Nous n'avons pas assez d'argent. Mais nous avons les micros. Nous avons la plume. Nous pouvons porter vos besoins très loin auprès des décideurs pour que la situation des anémiques SS puisse changer. Mais en venant, on a appris une bonne nouvelle parce qu'on était dans les actions qu'on menait. La fondation Denise a promis quelque chose pour les biens des malades. J'aimerais d'abord remercier quelqu'un qui nous a envoyé auprès de vous, c'est-à-dire les DG Ernest de Kabila, de la RTNC, qui a soutenu cette action. Un petit tour de salle a permis à ces chevaliers du micro et de la plume de découvrir avec stupéfaction les difficultés auxquelles font face personnel médical et patients. La délégation de la RTNC a vu juste. Des draps tout neufs ont été remis en remplacement des vieux. Du laboratoire en passant par la radiologie et la buanderie, les manques criants des équipements se font sentir. D'où ces cris d'alarme en direction des décideurs pour sauver ce qui peut l'être dans ces centres qui reçoivent pour la plupart des malades démunis. Je le disais tantôt, le mois dédié au combat de la femme s'achève. Quel est le rôle qu'elle joue dans la communauté, la femme dans toutes ses facettes, à travers cette chronique de Guillaume Koukoumambengi Panchi? La femme, cet être humain nanti d'intelligence et de sagesse, la femme douée des capacités humaines. De sa naissance va avec tous ses droits et libertés comme le masculin. Le masculin qu'il a longtemps cloisonné, prenant le dessus sur elle du seul fait de la différence du sexe. Illusion ou argument hier que l'évolution des temps et des mentalités balaye aujourd'hui de revers de la main. Étonnement. Quelle que soit sa longue et historique corvée, dont trop peu aujourd'hui croupissent encore, la femme, cet être humain, reste dans notre culture la gardienne des us et coutumes. Capable, la femme, et c'est toujours le cas, de réciter l'arbre généalogique du clan, de l'ethnie et de la famille. La femme capable de répéter au creux de l'oreille de sa progéniture les sagesses et les phrases de ses aïeux au besoin leur nom. Ceci va, contrairement en trou de mémoire pour celui qui s'étarque être pourtant robuste, fort et savant traditionnel. Depuis la nuit des temps, on lui a rappelé de fait. Toi, femme,
Fais tout pour mériter l'aura de l'homme, extincte-toi, femme, pour qu'un homme, roi, empereur, bouvier soit-il, trouve son repas chez toi. Donne-lui une pluie d'enfants pour que l'homme arrose souvent son regard sur toi. Rivalise-toi des autres femmes pour que tout ton travail, le fruit de ta sueur, et les mets que tu lui serviras accorde sourire et santé à l'homme. Obéis, femme, aux parents, sinon à toute la communauté traditionnelle, pour que tu deviennes une élue malgré ton âge. Interdis-toi de faire un choix de mari. N'aimez pas d'avis lorsque les hommes, parfois même peu sages, sur des questions traditionnelles qui scellent le sort et même les sorts de tes propres enfants. Nous voyons aussi les cas de l'excision des jeunes enfants devant sa mère. N'ose pas te trouver de l'emploi sans consentement de ton époux. D'ailleurs, pourquoi vas-tu à l'école, même biblique soit-elle? C'est fait pour les hommes. Toi, femme, ta prédestinée est d'être au service de l'homme. Ces clichés douloureux, difficiles, insoutenables de la femme depuis qu'elle a vécu au jardin d'Éden est menée par celui qui, au premier instant, l'avait trahi devant Dieu créateur, lui rejetant tout la désobéissance. Et pourtant, c'était lui. Que des siècles, que des années, que des jours pour que la conscience collective lui accorde un franchissement. À certaines nations, payées au plus fort, et même à la limite du déshonneur, avec des progénitures aux couleurs d'éclat, alors que tout était marron. Ces enfants métis, dit-on, sont-ils venus par violence ou par consentement, et c'est par soumission? Mais les communautés traditionnelles l'ont à peine pardonné. Et cette femme soumise, aujourd'hui que se comptabilisent les efforts consentis par les meilleurs des dirigeants à travers le monde, même si Madame Éléonore a porté haut cette condition de femme aux Nations Unies, les faits ne donneront jamais assez raison aux pays qui se sont engagés à promouvoir l'exercice des droits des femmes. Ils entrent dans l'histoire. C'est des nations, de leurs dirigeants, qui ne jurent que par l'application des lois de leur pays, et donc l'égalité de l'être humain, femmes et hommes bénéficient des mêmes droits et libertés. Allons à l'école ensemble, allons au travail ensemble, reconstruisons notre pays ensemble. Avantages et encouragements similaires. La République démocratique du Congo, en plus de l'arsenal juridique et des conventions internationales signées et exécutées, la femme de la République démocratique du Congo a longtemps corrigé les copies à cette marginalisation. La femme s'est souvent montrée douée, elle dirige dans plusieurs secteurs, elle participe à la conception de lois de son pays. La femme, elle fait exception dans les domaines techniques et difficiles, hier réservés simplement aux hommes et surtout à des investis. Pendant ce temps que l'évolution pour la femme est en train de devenir évolutive, la courroie tourne en plein régime. De la maternelle au primaire vivent les filles inscrites en surnombre. Les voici déjà aux instituts supérieurs et aux universités. La femme, dans la communication, a pris le dessus sur les hommes avec des qualifications requises. Elle est aux commandes des affaires, la femme congolaise. Elles sont aujourd'hui des seigneurs féminins dans l'informel. La parité, heureusement constitutionnelle en République démocratique du Congo, leur permet encore d'évoluer avec espoir que demain, nombre des hommes seront soumis à parler au creux de l'oreille parce qu'elles seront, elles, aux commandes et les hommes simplement des conseillers. Oh, ce destin de femme, ma mère, qui n'a pas cessé de nous surprendre de son intelligence, de sa sagesse, de son regard sur le futur. Et quoique au naturel, vous, ma mère, vous ne devrez que nourrir la procréation, parce que cela viendront aussi les femmes, qui seront demain de chefs. Autre chose à présent, parlant des élections, la question de l'identification des activités législatives prioritaires liées aux réformes électorales en RDC était débattue entre la CENI, l'ONEL, la classe politique et les religieux. C'était hier au centre interdiocésain. Un reportage de Marcel Mwananteba et Kinanga Musashi. Les élections sont-elles encore possibles dans le délai constitutionnel dans notre pays au regard des contraintes de divers ordres auxquelles il fait actuellement face? C'est à cette question et à bien d'autres que le participant et les orateurs assemblés ce 30 mars au centre interdiocésain de la Synco ont tenté de répondre. Le secrétaire général de la Synco, l'abbé Cholet, a mentionné la nécessité d'identifier les priorités législatives, question de baliser le chemin d'un processus électoral apaisé en RDC. Et que nous envoie au terme de cette matinée de plaidoyer parlementaire des idées claires sur la faisabilité des élections améliorées par rapport à celles du passé
Cette matinée d'échange d'informations que l'Ordre national des experts électoraux a mis en route avec le bureau de liaison parlementaire de la SENCO a offert l'occasion aux députés nationaux du groupe de 13, les honorables Jacques Njoli et Pathé Mouyaya, puis au président de la CENI Corneille Nangaa, de développer leurs arguments. Comme lors de ses récentes interventions, le patron de la centrale électorale a plus insisté sur la proposition des réformes et en valeur de renforcer l'indépendance de la CENI. Corneille Nangaa a fait des propositions pour être au rendez-vous à l'Assemblée nationale. C'est de préserver la mémoire institutionnelle de la CENI à l'expiration du mandat de ses membres en vue de la pérennité de l'expérience managériale et de l'expertise électorale. Nous sommes fin mandat, les 13 membres vont sortir, les 13 autres vont venir, et très souvent, c'est des fois des gens qui n'ont pas l'ABC des élections. C'est un vrai problème pour la mise en route du chemin critique. Dans tous les différents panels organisés au cours de ces plaidoyers parlementaires, il s'est dégagé la nécessité de valoriser la surveillance citoyenne permanente dans ce processus électoral. À la Société de communication Poste et Téléphone, il y a eu passage de pouvoir entre le directeur général entrant et le directeur général sortant, Didier Moussété, et puis Pierre Kalenga Moussaou. Le bâtiment de la Poste a servi de cadre à cette cérémonie le mardi dernier. Témoin de l'événement, Jean-Pierre Andolo Demazou. Le directeur général de la SCPT, Didier Moussété, retrouve ses fonctions 4 ans après sa suspension. Réhabilité par le Conseil d'État et remis en fonction suite aux résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire et du Conseil d'administration de la SCPT, avalisé par le ministre du portefeuille, Didier Moussété a promis de donner le meilleur de lui-même pour l'essor de la Société congolaise des postes et télécommunications. Le défi est immense. Il va falloir relever ce défi ensemble. Je pense que notre pays mérite d'avoir un opérateur de télécommunications digne de ce nom. Et le président Fathi mérite aussi d'avoir une entreprise de télécommunications d'une grande envergure à la taille de notre pays. Il nous l'exige, il nous l'impose. Et nous devons vraiment nous soumettre à cela, transformer cette entreprise en faire une méga structure de télécommunications, leader de télécommunications en RDC et pourquoi pas dans la sous-région. Je pense que nous en avons les capacités et nous allons le faire. Donc, on travaille. Le DGAI sortant de la SCPT s'est dit heureux de retrouver le directeur général Didier Moussété et lui a promis tout son soutien. Le directeur de cabinet du ministre du portefeuille représentant le ministre a quant à lui prôné l'amour et le pardon afin que triomphent les intérêts de la SCPT. Peu après la cérémonie de remise et reprise, le directeur général Didier Moussété a réuni les responsables des différents services, question de leur transmettre sa nouvelle vision pour hisser haut l'étendard de la SCPT. Nous souhaitons bon vent au nouveau directeur général de la Société congolaise de postes et télécommunications. Autre chose dans ce journal, après une mission d'évaluation de la présidence de la République au programme d'urgence post-Covid-19 sur le site agricole de Mongafula, Bukangalonzo et Nkoudi, le conseiller principal du chef de l'État en charge d'agriculture relève qu'il y a encore du chemin à parcourir. Au grand mot, de grands remèdes face à la crise sanitaire due à la Covid-19 et pour en atténuer les effets, le gouvernement de la République avait mis en place l'an dernier un programme d'urgence et d'intervention post-Covid-19 dans le secteur de l'agriculture. Ainsi, 7500 hectares de superficie ont été retenus pour les cultures des riz, de maïs et des maniocs emblavés sur 6 sites, à savoir Mongata dans la ville-province de Kinshasa, Bukangalonzo dans le Kwango, Bengamisia dans la Chopo, Nkundi dans le Congo central, Kanyama Sakadi dans le Olomami et Nkwadi dans le Kasaï oriental. Vu l'urgence et pour la mise en œuvre de ce programme, l'exécutif national avait décaissé un premier financement de l'ordre de 7 millions de dollars. Et l'heure est à présent à l'évaluation. C'est dans ce contexte qu'une délégation de la présidence de la République, conduite par l'ingénieur Ambroise Kazambo Mukinaï, conseiller principal du chef de l'État au Collège de la planification, agriculture, pêche et élevage, a été dépêché pour assurer la mission de suivi et évaluation des activités dans 3 sites, à savoir Bukangalonzo, Mongata et Nkundi.
Des séances de travail ont précédé les travaux d'inspection sur terrain. Des échanges avec les autorités provinciales, locales, coutumières et la population ont permis à la délégation de recueillir des premiers éléments de sa mission. Sur les 3 sites visités par la délégation, qui du reste représentent 5000 hectares de superficie prévue pour la culture des riz, maïs et manioc, 1500 hectares seulement sont réalisés. Voilà qui pousse la mission à conclure que le taux de réalisation est de 30%, et c'est là uniquement sur le site de Bukangalonzo à Kwango, où le champ de maïs est en phase de maturité complète et prêt à être récolté. Par contre, les 2000 hectares de manioc prévus au niveau de Bukangalonzo n'ont pas été emblavés. Constat similaire fait sur les sites Mongata à Kinshasa et Nkundi dans le Congo central, où sur les 500 hectares respectivement prévus pour le manioc et le riz, aucun hectare n'a été emblavé. Par conséquent, la récolte n'a pas été réalisée sur ces 2 sites dans le cadre de ce programme d'urgence. A préciser que ce programme d'urgence post-Covid 2019 n'est pas à confondre avec le programme volontariste agricole PVA, mis en œuvre depuis 2017 sur le même site et qui, lui, a bénéficié d'un financement de 139 millions de dollars avec le même prestataire, BAD. En politique, le jeune de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP sans sigle, ont été sensibilisés sur l'entrepreneuriat pour booster le développement de la RDC à travers son peuple. 6 intervenants sont montés au créneau, chacun avec un sujet en rapport avec l'entrepreneuriat. Venus de tous les coins de la capitale, les jeunes de l'UDPS et alliés ont suivi religieusement les informations leur fournies par les différents orateurs. Le thème central, les opportunités industrielles en Afrique. Le premier intervenant, M. Jean-François Arménien, qui a développé la notion sur l'industrialisation. Le deuxième, Jérémy Wilfried Massangou Ilunga, conseiller principal au cabinet du chef de l'État, a tablé sur les politiques industrielles. Le troisième, Mme Bernadette Kashika Moukadi, a développé sur la place de la femme dans l'entrepreneuriat. Elle a été suivie du conseiller principal au cabinet du chef de l'État, Edi Lukuna Loabantou, qui a tablé sur la zone de libre-échange. Puis, le Dirkaba du ministre de la Santé, Dr Batampi Kounatele, qui est venu donner les informations sur la Covid et les opportunités. Enfin, l'ingénieur entrepreneur Junior Kanangé a clôturé la série par la jeunesse face à l'entrepreneuriat. Cette activité a été précédée par la sortie officielle du Cercle de mouvements associatifs du Congo, allié CEMAC en sigle, une branche de l'UDPS Tshisekedi. Ce regroupement de jeunes a été présenté par le coordonnateur national de COJMK, Corps des Patriotes, des amis de Jean-Marc Kabunda Kabound, M. Joseph Moueni Moutapikai. Plusieurs autres personnalités ont rehaussé de leur présence cette manifestation. Parrainée par le chef de l'État, cette journée de réflexion avait pour objectif d'inculquer à la jeunesse les slogans réalistes du leader Maximo Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. L'honorable député Mireille Moussangou a tenu à Lubumbashi une réunion dans le cadre de son parti UNAFEC, au cours de laquelle Kyungu Akumwanza Gabriel est intervenu pour parler du contexte politique actuel. Edith Chala pour le reportage. Le message de l'Union sacrée de la Nation est bien porté dans le Haut-Katanga par l'autorité morale de l'Union nationale des fédéralistes du Congo UNAFEC, Gabriel Kyungu Akumwanza, Baba Wakatanga. Au cours de la rencontre de l'honorable Mireille Massangou Bibi Mouloko avec la base de l'UNAFEC à Lubumbashi, il a pris parole pour expliquer le contexte politique actuel et la volonté du chef de l'État d'instaurer un État de droit en RDC. Avec la bénédiction de Baba Kyungu, l'honorable Mireille Massangou Bibi Mouloko s'est rendu à Kipushi pour des entretiens avec la base du parti UNAFEC. Dans l'esprit de l'Union sacrée de la Nation, des cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et d'autres cadres de l'Union sacrée de la Nation se sont joints à l'échange, à la grande satisfaction des membres venus en nombre, passer ces moments ensemble avec l'élu national Mireille Massangou. Une motion de soutien à l'honorable Kyungu Akumwanza a été lue. De retour à Lubumbashi, le comité urbain de Lubumbashi et provincial du Haut-Katanga de l'UNAFEC ont été installés. Des insignes et emblèmes du parti leur ont été remis. Pendant ces vacances parlementaires, l'honorable député national Mireille Massangou a également sensibilisé les Amazones sur leurs responsabilités. Vous voyez, il faut secouer la femme. Une fois qu'on vous laisse comme ça, la femme est tombée. Alors on a secoué les jeunes filles, les jeunes femmes. Nous sommes un parti politique. Et dans un parti politique, nous ne pouvons pas laisser seulement à notre leader de faire tout. Nous voulons
des nouvelles générations que nous avons commencé notre lutte à côté du chef à partir de 18 ans. Alors nous sommes en train de former des petites filles adhérant aussi à l'idéologie de Kungo Kumwanza en tant qu'INAFEC. La femme doit s'engager pour participer à la vie nationale, tant politique, sociale qu'économique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la